Ne dit-on pas que lorsque c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent que ça ne l'est pas? Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Ça faisait bien longtemps que je vous avais pas proposé une histoire vraie derrière un téléfilm, n'est-ce pas? Il s'agit du téléfilm La vérité à tout prix, ou en anglais Victim of Love, Shannon Moore Story. C'est une abonnée qui m'a envoyé un message sur Instagram il y a quelques semaines, si je vous dis pas de bêtises. Et je vous avoue que je suis contente parce que je me souviens qu'à l'époque, j'avais beaucoup apprécié ce téléfilm. Je m'en souvenais plus, je vous dis la vérité, je m'en souvenais plus. Et là, je me suis replongée dedans. Et je suis allée lire tous les documents en rapport avec cette affaire, donc les jugements, etc. Il y aura beaucoup de détails. Et vous verrez que cette histoire va peut-être vous rappeler une autre affaire que j'ai faite et que je publie sous forme de livre à la rentrée. Je vous mets tout en espace info et dans un commentaire épinglé pour ceux qui souhaitent le précommander. Vous verrez qu'il y a des petites similitudes. Bon, il n'y a pas énormément de similitudes au niveau des détails, mais je trouve qu'il y a quand même un petit quelque chose. Je ne sais pas si je pourrais vous glisser une petite vidéo en introduction, donc ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite, sans intro. Aujourd'hui, nous allons parler de Shannon Lou Moore. Shannon est née en septembre 1954 à Toledo, dans l'Ohio, et ses parents sont Robert et Lucille. Et elle a un grand frère et une grande sœur, Robert Jr. et Teresa. La famille Moore, c'est ce qu'on peut appeler une famille américaine classique de la classe moyenne. Ce sont de fervents catholiques et Robert a été chauffeur poids lourd avant de devenir peintre syndiqué. C'est une famille tout ce qu'il y a de plus normal. Les parents sont aimants et parmi les valeurs qu'ils ont enseignées à leurs enfants, il y a la patience, la tolérance et l'amour de son prochain. Et c'est dans cet environnement sain qu'a grandi Shannon. C'était une enfant douce et calme et comme beaucoup de petites filles catholiques, elle voulait devenir religieuse plus tard. Ses parents disent d'elle qu'elle était très attentionnée avec les autres, elle était très empathique et c'était à la fois la petite fille à son papa et la meilleure amie à sa maman. Elle s'est toujours très bien entendue avec sa famille. En grandissant, même si Shannon était elle-même pratiquante, elle a décidé qu'elle voulait finalement fonder son foyer plus tard. Donc elle a laissé de côté son rêve de devenir religieuse. Après le lycée, elle poursuit des études dans le médical et elle obtient son diplôme d'infirmière en 1975. Ça correspond parfaitement à sa personnalité. Shannon, c'est une jeune femme qui adore prendre soin des autres. Au moment de notre affaire, en 1979, donc, elle travaille comme infirmière à l'hôpital de Toledo. Et elle vit toujours chez ses parents, également à Toledo. Elle a une vie qui est parfaitement équilibrée, elle a un travail qui lui plaît, elle a des amis, elle s'entend bien avec sa famille, mais la seule chose qui lui manque, c'est l'amour. Shannon est en relation avec un pompier de sa ville, mais elle vient tout juste de rompre. Et elle a même fait une petite dépression à cause de ça, parce que c'était une relation sérieuse, elle voulait se marier. C'est vrai qu'elle est jeune, elle n'a que 24 ans, on pourrait se dire qu'elle a le temps pour ça. Mais elle est catholique, et le mariage c'est un sacrement dans le catholicisme. Shannon se sent prête à s'engager avec un homme, et c'est précisément ce qui s'apprête à lui arriver. En août 1979, l'une de ses amies, Regina, l'invite à son mariage dans la ville de Sylvania. Au départ, Shannon ne veut pas y aller, elle est encore trop déprimée à cause de sa rupture. Elle en parle à sa mère, et là sa mère lui dit qu'au contraire, c'est l'occasion pour elle de se changer les idées, et peut-être de rencontrer quelqu'un, qui sait. Le 4 août, Shannon se rend à ce mariage, et c'est durant cette fête qu'elle fait la rencontre d'un proche du couple, David Richard Davis. David a le même nom de famille que le mari de Regina, Tom Davis. Donc même si c'est pas précisé dans les documents que j'ai lus, je suppose que David et Tom sont cousins. David a 35 ans, il a 10 ans de plus que Shannon, mais le courant passe tout de suite entre eux. Il lui dit qu'il vit dans un grand ranch dans le Michigan avec ses chiens et il a également un parcours universitaire derrière lui. Il a un diplôme en psychologie et il a même étudié la pharmacologie. Et ce qu'il raconte à Shannon ce jour-là, c'est qu'en rachetant ce ranch à Hillsdale dans le Michigan, il a réalisé son rêve. Il a toujours voulu vivre près de la nature, avec des chevaux, avec des prairies, avec ses chiens. Et ce rêve l'a même rendu riche. Il vend du maïs et du soja et les affaires marchent tellement bien qu'il a pu racheter plusieurs ranchs à travers le pays. Et grâce à ça, il est devenu millionnaire. Au cours de la soirée, Shannon tombe sous le charme de David. C'est un très bel homme qui est mature et qui a tout pour lui. Il a fait de brillantes études, il était joueur de football américain à l'université, il a fait la guerre du Vietnam. Shannon a l'impression d'être tombée sur la perle rare, comme si Dieu avait répondu à toutes ses prières. Elle qui déprimait à cause de sa rupture, elle est tombée sur la perle rare. En plus de ça, David a un passé très lourd, ce qui le rend encore plus sensible par rapport aux autres hommes. Ce qu'il raconte à Shannon, c'est qu'il a perdu ses 2 parents. Son père est mort pendant la Seconde Guerre mondiale, sa mère est morte quelques années plus tôt, et comme si c'était pas suffisant, comme s'il n'avait pas eu suffisamment de problèmes dans sa vie, quelques semaines plus tôt, sa fiancée est morte dans un accident de voiture. Shannon est profondément bouleversée quand David lui raconte sa vie. On va dire que son côté d'infirmière ressort. Et ce que David lui dit, c'est qu'à présent, il a 35 ans et son seul souhait, c'est de se marier et fonder son foyer. Ça, c'est le genre de parti sur lequel on ne tombe qu'une seule fois dans sa vie. N'est-ce pas?
Dès le lendemain, Shannon et David commencent à se fréquenter. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la relation va très vite. À partir de là, David est très présent dans la vie de Shannon. Ils ne vivent qu'à 1h30 de route l'un de l'autre. Donc David lui rend visite tous les jours à l'hôpital pour la voir, pour sortir avec elle, pour aller manger au restaurant, pour aller voir un film au cinéma. Il est constamment présent pour elle. Et très rapidement, il lui demande de lui présenter sa famille. Quand Robert et Lucille rencontrent David, eux aussi tombent sous son charme. C'est un homme très affable, David. Il est charmant et malgré toutes les épreuves qu'il a traversées, il a une vie stable. Et il traite correctement leur fille. David, c'est un homme qui a vraiment une mentalité similaire à celle de la famille Moore. C'est un bosseur qui travaille d'arrache-pied et qui veut offrir le meilleur à Shannon. Il va avoir des enfants et vivre paisiblement dans son ranch. Alors à l'époque où la petite maison dans la prairie était populaire, vous vous doutez bien que ça envoie du lourd, hein. David, c'est un peu Charles Ingalls en fait. Et il cherche sa Caroline, Shannon. Sauf que ça va un peu trop vite en réalité. Au début du mois de septembre, donc le mois suivant leur rencontre, Shannon explique à sa mère qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Elle est folle amoureuse de David, il est parfait en tout point, et il la traite comme personne ne l'a jamais traité avant. Elle pense que c'est lui le bon, en plus il est riche, donc elle n'aura jamais de problème financier à ses côtés. Elle veut se marier avec lui. Ce jour-là, David rend visite à la famille Moore et il demande officiellement la main de Shannon à son père. Autant vous dire que Robert n'est absolument pas emballé. C'est vrai qu'il apprécie David, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais il ne le connaît que depuis quelques semaines. Que sait-il vraiment sur lui ? Il a 35 ans, il n'a jamais été marié, il n'a plus de famille, il vit dans un ranch et il a fait la guerre du Vietnam. C'est tout. Mais il ne sait rien de ses habitudes, de son caractère ou de sa pratique religieuse. Rien. Mais Shannon l'aime. Elle vient tout juste d'avoir 25 ans et elle pense que c'est le moment pour elle de se marier. Elle supplie ses parents d'accepter ce mariage. Et David sait parler. Il explique à Robert qu'il est profondément amoureux de sa fille, qu'il la traitera correctement et que son seul souhait, dans le fond, c'est d'intégrer une famille parce qu'il n'en a plus. Il a perdu son père quand il était tout petit et d'une certaine façon, ce sera un honneur pour lui de considérer Robert comme son père de substitution. Il jure qu'il ne fera jamais le moindre mal à Shannon. Son seul souhait, c'est de se marier le plus rapidement possible avec elle pour commencer à fonder leur foyer ensemble. Robert finit par accepter pour faire plaisir à sa fille, mais ce jour-là, Shannon explique également à ses parents qu'elle ne veut pas de grande cérémonie de mariage. Elle et David ont prévu de se rendre dans le Nevada pour se marier le plus rapidement possible. Les gens qui se marient à Las Vegas le font généralement parce que c'est plus rapide, c'est plus simple et ça coûte presque rien. Alors oui, ils passent devant un pasteur ou un prêtre, mais c'est très rapide et ça coûte rien. Quand Robert et Lucille entendent ça, ils sont choqués. Ils sont catholiques pratiquants, le mariage c'est l'un des 7 sacrements. C'est une cérémonie qui est très importante pour eux. Ils ont toujours voulu marier leurs enfants en respectant leur foi et c'est ce qu'ils ont fait avec le grand frère et la grande sœur de Shannon. Pour eux c'est impensable ça. Mais Shannon insiste. Elle dit à ses parents qu'ils feront une vraie fête avec une vraie cérémonie plus tard, quand ils auront le temps. Mais là, sa priorité, c'est de s'unir à David devant Dieu, pour ne pas être dans le péché. Bon, si j'ai bien compris le contexte de l'époque, en fait, à ce moment-là, Shannon ne pouvait pas vivre avec David en dehors du mariage. Et je pense même qu'ils n'avaient pas encore consommé leur relation. Et elle voulait pas consommer cette relation hors mariage. Donc je suppose que Shannon voulait faire les choses bien, les choses selon les préceptes de sa religion. Elle insiste tellement auprès de ses parents ce jour-là qu'ils finissent par accepter, même si Robert et Lucille n'ont jamais rencontré personne de la famille de David. Je pense que Robert et Lucille aimaient tellement leur fille qu'ils voulaient pas s'initier dans son bonheur, et puis comme c'était la petite dernière, voilà, ils se sont dit que c'est pas grave, ils feraient une fête plus tard, le plus important c'est qu'elle était heureuse. Et de toute façon, Hillsdale c'est à 1h30 de Toledo. Donc Robert et Lucille se disent qu'ils pourront venir voir le couple tous les week-ends. Et la grande cérémonie, la grande fête attendra. Voilà comment David et Shannon s'envolent pour Las Vegas où ils se marient le 24 septembre 1979, moins de 2 mois après leur première rencontre. C'est une petite cérémonie privée dont on n'a qu'une seule photo et Shannon a l'air très heureuse dessus. Et tout de suite après cette cérémonie, elle part s'installer dans le grand ranch de David à Hillsdale. Enfin, le grand ranch. La petite ferme en réalité. Parce que non, David n'a pas un grand ranch comme il l'avait dit à Shannon. Loin de là. C'est vrai qu'il a 2 chevaux et des chiens, sur ça il n'a pas menti, mais sa ferme n'a rien d'impressionnant. Ça ressemble pas à une ferme de millionnaire, ça. Et pourtant, quand Shannon voit ça, elle se montre très compréhensive. Ok, ça mange pas de pain, mais Shannon n'a pas épousé David pour son ranch. Elle l'a épousé parce qu'elle l'aime. Ne dit-on pas que qui aime bien ne voit pas le mal ? Peut-être que David lui a menti pour l'impressionner, parce qu'il la voulait vraiment, parce qu'il l'aime.
Les jours qui suivent son installation, Shannon fait la connaissance du voisin et ami de David, Richard Britton. C'est lui aussi un agriculteur qui vit avec sa femme Anna May et leurs enfants pas très loin de chez David. Alors quand je dis voisin, entendez par là que c'est la maison la plus proche. C'est pas forcément collé, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous y rendre à pied comme ça en quelques minutes. Alors j'ai pas la distance précise, je l'ai pas trouvé dans les documents que j'ai lus, mais je pense que en voiture, c'est peut-être à 5 minutes en voiture. C'est une grande zone rurale avec des prairies, donc il n'y a pas de voisins directs. En tout cas, dès son arrivée, Shannon semble se plaire à Hillsdale. Elle a démissionné de l'hôpital de Toledo et elle a rapidement trouvé un emploi d'infirmière dans la ville de Sylvania. C'est à côté du ranch. Enfin, de la ferme. Sa famille vient la voir tous les week-ends, comme c'était convenu, et elle a commencé à se faire quelques copines dans le coin. Sauf qu'au fil des semaines, elle trouve qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. David lui avait affirmé qu'il était millionnaire, et pourtant c'est elle qui subvient à tous leurs besoins avec sa paye d'infirmière. C'est bizarre, non? Et à ce jour, on ne sait toujours pas comment David s'était justifié auprès de Shannon sur le fait qu'il ne payait rien. On ne sait pas. On peut supposer qu'il lui avait dit qu'il avait des problèmes de trésorerie ou qu'il avait des fonds bloqués par rapport à ses autres ranchs à travers le pays. Et Shannon s'est montrée compréhensive. N'oubliez pas que ses parents l'avaient décrite comme une personne très empathique, qui adorait aider les autres. Donc, dans sa tête, c'était peut-être naturel de se dire que c'était son mari et c'était normal de l'aider financièrement. Enfin, de tout payer, quoi. Il y a un autre point bizarre, un élément que Shannon va découvrir peu de temps après son arrivée et qui est très très alarmant. On ne sait pas précisément quand, mais on suppose que ça a dû arriver au bout de quelques semaines. Eh bien, Shannon découvre que David a en réalité déjà été marié. Et il a même 2 enfants de son précédent mariage. Dans le téléfilm inspiré de cette histoire, Shannon aurait découvert grâce à des amis de David, quelques semaines après son installation. Au cours d'un dîner ou d'un barbecue, l'une d'elles aurait dit à Shannon que David était très malheureux avant de l'avoir rencontré à cause de son divorce. Son ex-femme avait quitté le ranch avec ses 2 filles, depuis il broyait du noir, et depuis qu'il avait rencontré Shannon, il était de nouveau heureux. Et c'est comme ça que Shannon a découvert qu'il était en réalité divorcé. Ce qui est sûr, c'est que Shannon a ensuite confronté David et il lui a dit la vérité. Il était effectivement divorcé, et Shannon lui aurait pardonné. Alors même si David a toujours nié ce point, à savoir qu'il avait caché son premier mariage à Shannon avant de l'épouser, on peut supposer que c'est le cas parce que dans le catholicisme, de ce que j'ai compris, c'est pas autorisé d'épouser une personne divorcée. Shannon était très croyante, elle était très pratiquante, donc on suppose qu'elle aurait pas épousé David si elle avait su qu'il était déjà divorcé. Ce qui laisse penser qu'elle l'a effectivement su quelques semaines après le mariage. Et vu qu'elle était déjà mariée avec David, qu'elle était au ranch, qu'elle semblait heureuse avec lui, elle lui a pardonné. Et petite parenthèse, mais petite parenthèse importante quand même, la première femme de David s'appelle Phyllis June Middleton, celle avec qui il a eu ses 2 filles. Shannon ne le sait pas et de toute façon elle ne le saura jamais. C'est Phyllis qui a demandé le divorce en 1976 parce que David la battait, il était abusif avec elle. Et elle avait même obtenu une mesure de protection contre lui. Donc il n'a pas le droit de rentrer en contact avec elle et leurs filles. Peut-être que si Shannon avait découvert tout ça à l'époque, elle serait toujours en vie. Venons-en au moment qui nous intéresse à présent. Le 23 juillet 1980, la mère et le neveu de Shannon viennent lui rendre visite au ranch, comme ils le font habituellement. Des fois, c'est la mère et le père de Shannon qui viennent lui rendre visite. Des fois, c'est sa mère et sa sœur. D'autres fois, sa mère et son frère, ou son frère et son neveu. Enfin, voilà. Et ça, c'était l'une des conditions de Shannon avant d'épouser David. Elle lui avait dit qu'elle voulait que sa famille vienne lui rendre visite tous les week-ends. Et David avait accepté. Ce jour-là, contrairement à d'habitude, Lucille remarque que sa fille n'a pas le moral. Mais elle ne lui dit pas pourquoi. Lucille demande à Shannon ce qui ne va pas. Mais Shannon ne lui dit rien. Mais elle semble rassurée de savoir que sa famille est au ranch. Lucille n'insiste pas, elle se dit que sa fille et David se sont peut-être disputés, ça arrive dans tous les couples, ils régleront ça entre eux. Dans l'après-midi, David dit à Lucille que lui et Shannon vont faire une balade à cheval, comme ils le font presque quotidiennement. Ça fait faire de l'exercice aux chevaux. Et c'est aussi l'occasion pour eux de passer un moment rien qu'à 2. Le neveu de Shannon demande à David s'il peut les accompagner, mais David lui dit que c'est pas possible. Il veut passer ce moment rien qu'avec sa femme. David refuse même que les chiens les accompagnent. Shannon monte à cheval et elle salue sa mère et son neveu tandis qu'elle s'éloigne avec David sur le chemin qui mène à la prairie. Un peu plus tard dans l'après-midi, Shannon et David arrivent devant chez leurs voisins, Richard et Anna May Britton. Ils discutent quelques minutes avec eux. David aide Richard à réparer une machine agricole, puis il lui dit qu'il doit retourner au ranch. Le fils de Richard propose à David de faire le chemin du retour avec eux, avec son cheval à lui, mais David refuse. Lui et Shannon les saluent et ils prennent la direction d'une petite zone boisée pour rentrer au ranch. Sauf que 25 minutes plus tard, Richard voit David se précipiter vers sa ferme sur son cheval. Il a l'air complètement paniqué et sa chemise est recouverte de sang. David crie à Richard que Shannon est tombée de son cheval et qu'il faut prévenir les secours le plus rapidement possible.
Pendant qu'Anna appelle l'hôpital, Richard accompagne David à l'endroit où Shannon a eu son accident. C'est une petite zone boisée, comme je vous l'ai dit. Elle est allongée au sol, sans ses baskets, et sa tête est recouverte de sang. A priori, elle s'est cognée la tête contre une pierre au sol. Bon, il y a une petite divergence sur le point suivant, mais je dois vous dire que ça n'a aucune importance en réalité. Dans certains documents que j'ai lus, ça indiquait que les secours se sont rendus sur place et que c'est une ambulance qui a transporté Shannon à l'hôpital. Mais dans d'autres documents, ça indiquait que c'est en réalité Richard qui a transporté David et Shannon à l'hôpital à bord de sa voiture à lui. Vous voyez que c'est pas hyper fondamental ça comme différence. Gardez juste en tête que Shannon a été transportée à l'hôpital. Mais malheureusement, quand elle est arrivée, c'était déjà trop tard pour elle. Elle était morte. Elle avait 25 ans et elle était mariée depuis 10 mois. Des agents de police se rendent également à l'hôpital pour interroger David, parce que c'est la procédure habituelle, et ils lui demandent ce qu'il s'est passé. Ce que David raconte, c'est qu'après avoir rendu visite à leurs voisins, Richard, lui et Shannon ont pris la direction pour rentrer à leur ranch. Mais quand ils sont arrivés dans le petit chemin boisé, la jument de Shannon a paniqué. Elle s'est emballée et Shannon est tombée au sol, et malheureusement pour elle, sa tête s'est fracassée contre un rocher. David dit qu'à ce moment-là, Shannon était toujours vivante. Il est descendu de son cheval pour l'aider, et c'est là qu'il a vu le sang sur son crâne. Et il a paniqué. Mais Shannon lui a demandé d'aller prévenir les secours le plus vite possible, et c'est ce qu'il a fait. Il s'est rendu chez son voisin. D'après le médecin qui a constaté la mort de Shannon, elle est effectivement décédée à la suite d'un traumatisme crânien, et sa colonne vertébrale était brisée. Ce qui correspond effectivement à ce qu'a raconté David. Donc pour le moment, son histoire tient la route. Les agents de police demandent à David si Shannon avait une assurance décès, il leur dit que non, elle n'en avait pas. Ok. Shannon est morte à la suite d'un accident de cheval, elle n'avait pas d'assurance décès, il n'y a rien de suspect jusque-là, on va dire. Les agents de police se rendent à l'endroit où Shannon a eu son accident de cheval et ils retrouvent ses baskets à côté d'une grosse pierre recouverte de sang. Donc a priori, c'est le rocher sur lequel elle s'est fracassée la tête. Ils récupèrent les baskets et ils les remettent à David. Et le jour même, la mort de Shannon est classée en mort accidentelle. Patience. Lucille et Robert, les parents de Shannon, sont avertis par téléphone et ils se rendent immédiatement à l'hôpital. Et quand ils arrivent, on leur apprend que Shannon est déjà morte. Mais ce que Lucille note, sans trop y faire attention au départ, c'est que David a des griffures sur le visage et la main. Elle n'y prête pas trop attention sur le coup parce qu'elle est en état de choc. Elle vient d'apprendre que sa fille est morte. Mais c'est un détail qui va lui revenir ensuite. Lucille et Robert sont dévastés parce qu'ils viennent de perdre leur fille, mais ce que leur annonce David la minute d'après, c'est qu'il s'apprête à faire incinérer le corps de Shannon. Comment ça, incinérer ? David leur dit que lui et Shannon avaient déjà parlé par le passé de l'incinération, et c'est ce qu'elle voulait dans le cas où elle mourrait. Autant vous dire que pour Robert et Lucille, c'est impossible ça, c'est des catholiques. Comment ça, Shannon aurait voulu se faire incinérer ? Alors j'ai lu que l'Église catholique autorise l'incinération depuis 1963, mais c'est pas encore totalement accepté par toute la communauté catholique à ce moment-là. Ce qui veut dire que certains l'acceptent, d'autres la tolèrent, et pour d'autres encore, c'est totalement contraire à la religion. Et dans le cas de la famille morte, l'incinération n'a jamais été considérée comme quelque chose en adéquation avec la religion. D'après Robert et Lucille, Shannon n'aurait jamais demandé à être incinérée. Mais c'est David son mari, donc c'est lui qui a le dernier mot. Ce jour-là, Robert et Lucille supplient David de ne surtout pas incinérer Shannon. Ils le supplient de leur permettre de ramener sa dépouille dans l'Ohio pour ses funérailles. Ils l'implorent tellement que David finit par accepter. Le jour même ou le lendemain, j'ai pas la date précise, Robert et Lucille organisent le rapatriement du corps de Shannon dans l'Ohio. Très, très grave erreur de la part de David, ça. Et vous verrez ensuite pourquoi. Quoi qu'il en soit, l'une des conditions de David pour accepter que les parents de Shannon rapatrient son corps, c'est que lui ne paie pas les funérailles, parce qu'il n'a pas les moyens de les payer. Il leur dit que tout son argent est bloqué à cause de son ranch parce qu'il y fait des travaux. Et vu que Shannon n'avait pas d'assurance décès, il n'a pas les fonds nécessaires, il ne peut rien payer. Et Robert et Lucille acceptent bien sûr de tout prendre en charge. Les funérailles de Shannon ont lieu quelques jours après à Toledo et pendant la cérémonie, il se passe quelque chose de très, très bizarre. Et c'est sans doute ça qui met la puce à l'oreille de Robert et Lucille. Un homme et une femme d'un certain âge viennent aux obsèques et ils présentent leurs condoléances à Robert et Lucille. Quand les parents de Shannon leur demandent qui ils sont, la femme leur répond qu'elle est la mère de David, Joyce, et elle est accompagnée du beau-père de David, Theodore Powell. David n'avait pas dit à la famille morte qu'il était orphelin ? Oui, il l'avait dit. Alors on peut se dire que, et c'est sans doute ce que se sont dit Robert et Lucille au départ, que David parlait de son père biologique, celui qui est mort pendant la Seconde Guerre mondiale, David Ellsworth Davis. Donc David Davis Senior. Et c'était tellement compliqué à prononcer. David Ellsworth Davis Senior. David Ellsworth Davis Senior.
Bon, en tout cas, c'est ce que pensent Robert et Lucille, hein. Mais là, ce que leur dit la mère de David, c'est qu'il est toujours vivant. En réalité, les parents de David se sont séparés quand il avait 12 ans. Son père n'est jamais mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout comme David n'a jamais fait la guerre du Vietnam. Oui, ça aussi c'est un mensonge. Et il n'est pas non plus millionnaire, il ne possède pas plusieurs ranchs à travers le pays. Et David n'a pas non plus de diplôme en psychologie. Cela dit, il a bien étudié la pharmacologie. Et vous verrez que ça a toute son importance dans cette histoire. Autant vous dire que Robert et Lucille sont choqués. Pourquoi est-ce que David a inventé tout ça ? Pourquoi avoir dit que ses parents étaient morts ? Et que découvrent également Robert et Lucille que David a été marié une première fois à une femme qui a une ordonnance restrictive contre lui. À partir de là, Robert et Lucille sont convaincus que David a fait quelque chose à leur fille. Robert et Lucille sont convaincus que Shannon n'aurait jamais épousé David si elle avait été au courant de ce premier mariage, et encore plus si elle avait été au courant que David était violent avec son ex-femme. Elle l'aurait pas épousé. C'est pas des mensonges anodins tout ça, il a menti sur toute sa vie. Il a carrément tué ses parents dans sa version fantasmée de sa vie. Bon, ok, c'est un gros mytho, mais est-ce que ça fait de lui un assassin ? Parce que des accidents de chevaux, c'est pas ce qui manque dans les zones rurales. Et le médecin qui a constaté la mort de Shannon a bien noté que c'est à la suite d'un traumatisme crânien. Et puis, quel serait le mobile de David ? Il a dit à la police que Shannon n'avait pas d'assurance décès. C'est une information que la police a certainement vérifiée. Donc, quel serait le mobile de David ? Il venait à peine de se marier et David semblait fou amoureux de Shannon. En tout cas, d'après leur entourage. Et pourtant, à partir des obsèques de Shannon, Robert et Lucille ont de gros doutes envers David. Disons que tous ces mensonges, c'est trop bizarre. Mobile ou pas, pour eux, il y a forcément quelque chose là-dessous. Et ce qui finit de les convaincre, c'est son comportement tout de suite après les obsèques de Shannon. David leur annonce qu'il compte partir pour la Floride dans les jours à venir pour se changer les idées et pour faire son deuil. Et c'est ce qu'il fait le 29 juillet. Il prend la poudre d'escampette. Sa femme est morte 6 jours plus tôt et il part en vacances au soleil. Qui fait ça ? À partir de ce jour, Robert et Lucille harcèlent les autorités du Michigan pour demander qu'une enquête soit ouverte. Ils demandent qu'on procède à une nouvelle autopsie du corps de leur fille pour vérifier si elle a des traces de sang sous ses ongles. Vous vous souvenez que Lucille avait vu des traces de griffures sur le visage de David et sur sa main quand elle était venue à l'hôpital. Comme si Shannon l'avait griffé pour se défendre. Mais les autorités leur répondent qu'il n'y a aucune enquête à ouvrir. Shannon est morte d'un traumatisme crânien à la suite d'un accident de cheval. Et de toute façon, le corps a été lavé avant d'être enterré. Donc même s'il y avait quelque chose sous ses ongles, ça a forcément été nettoyé. Et si David veut partir en vacances, il en a parfaitement le droit. Il n'a accusé de rien. Sauf que les parents de Shannon ne sont pas les seuls à avoir des doutes. Le propre ami et voisin de David, Richard Britton, va lui aussi rapidement douter de lui. Avant de partir pour la Floride, David a demandé à Richard de récupérer son courrier pendant son absence pour le lui faire suivre en Floride. Et que découvre Richard dans la boîte aux lettres de David ? À votre avis ? Plusieurs exemplaires du certificat de décès de Shannon. Alors ça peut paraître anodin, voire insignifiant pour les non-initiés, mais pas pour Richard. Pourquoi David aurait besoin de plusieurs exemplaires du certificat de décès de sa femme ? À quoi ça pourrait bien lui servir des certificats de décès ? La seule raison pour laquelle il aurait besoin de ce type de documents, c'est pour les envoyer à des compagnies d'assurance, pour débloquer des indemnités. Et oui. Mais David n'avait pas dit que sa femme n'avait pas d'assurance décès ? Richard est complètement troublé quand il voit ces certificats de décès de Shannon. Mais c'est surtout qu'il avait lui-même noté quelque chose de très bizarre le jour de l'accident de Shannon. Quelque chose qui était passé inaperçu aux yeux des agents de police. Le jour de la mort de Shannon, Richard et sa femme, Anna May, se sont rendus sur le lieu de l'accident. Et à quelques mètres de l'endroit où Shannon est tombée au sol, ils avaient remarqué des traces au niveau des branches. Des traces qui laissaient penser qu'on y avait attaché quelque chose. Des chevaux, par exemple. Et juste à côté, il y avait du crottin de cheval. Ça laisse penser que David et Shannon se sont arrêtés à cet endroit. Pas que Shannon a eu un accident à cet endroit. L'autre détail qui avait troublé Richard, ce sont les baskets de Shannon. Pourquoi elle ne les avait plus aux pieds ? Les lacets étaient défaits, donc elle les a retirés de ses pieds. Pourquoi Shannon aurait défait ses lacets ? Elle était en train d'être projetée au sol par son cheval. Donc quoi, elle a eu le temps de retirer ses baskets ? Les chevaux attachés, les baskets retirées. Donc elle et David s'étaient arrêtés à cet endroit. Pourquoi David ne l'avait pas dit à la police, ça ?
Il avait dit que Shannon et lui se baladaient à cheval. Et la jument de Shannon a eu un mouvement brusque. Et Shannon est tombé du cheval et sa tête s'est fracassée contre ce rocher. Ça, plus les exemplaires du certificat de décès de Shannon, ça fait beaucoup. Richard est dorénavant lui aussi convaincu que la police doit enquêter. Donc il envoie à son tour une lettre aux autorités pour leur faire part de ses doutes. Si même l'ami de David a des doutes, et c'est peut-être ça qui finit de convaincre les autorités du Michigan qu'il faut ouvrir une enquête. Et la première chose qu'elle demande, c'est une nouvelle autopsie du corps de Shannon. Souvenez-vous que la première autopsie était très superficielle. En réalité, c'était pas vraiment une autopsie. Le médecin a simplement constaté la blessure à la tête de Shannon, mais il n'y a pas vraiment eu d'autopsie poussée. Un mois après la mort de Shannon, son corps est exhumé. Alors, vu que le corps avait été nettoyé avant l'enterrement, forcément on ne trouve rien sous les ongles. Mais le médecin légiste note quand même quelque chose de très suspect. En plus de sa blessure à la tête, Shannon a également des ecchymoses au visage, au bras et à la main. Ça ressemble à des blessures défensives, ça, non ? Le médecin légiste fait également une analyse toxicologique et là aussi, les résultats sont très troublants. Il y a un pic important sur le chromatographe en phase gazeuse. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais je vais vous faire une traduction simplifiée. En gros, ça signifie qu'il y a une substance chimique anormale dans le corps de Shannon. D'où ce pic. Le problème, c'est qu'à cette époque, les techniques utilisées ne permettent pas de déterminer de quoi il s'agit. Le laboratoire envoie les échantillons à d'autres laboratoires mieux équipés, notamment celui de la police de l'État du Michigan, mais ils ont le même problème. On sait qu'il y a quelque chose dans l'organisme de Shannon, mais on ne sait pas ce que c'est. Le seul moyen de le savoir, ce serait de faire une comparaison avec d'autres substances chimiques. Mais avec quoi ? Comment deviner avec quelle substance chimique on doit comparer ce qu'on a retrouvé dans l'organisme de Shannon ? Ça prendrait des mois et des mois si on doit comparer ça avec toutes les substances chimiques présentes sur le marché, voire des années, et ça coûterait énormément d'argent aux contribuables. Donc ces résultats sont laissés de côté. Les autorités contactent également les compagnies d'assurance et que découvre-t-on ? À votre avis, que découvre-t-on ? Que diable découvre-t-on ? Eh bien que David est l'heureux bénéficiaire de plusieurs assurances d'essai au nom de Shannon, pour un montant total de 330 000 $. Ah, rien que ça. Et le plus troublant, c'est que ces assurances d'essai devaient expirer au début du mois d'août, donc quelques jours seulement après l'accident de Shannon. Si c'est pas une drôle de coïncidence, ça. Donc là, on a la preuve formelle que Shannon avait des assurances d'essai, et l'unique bénéficiaire était David. Mais pourquoi est-ce qu'il avait dit le contraire aux autorités et aux parents de Shannon ? Est-ce qu'on peut s'accorder à dire qu'il y a un faisceau d'indices graves, précis et concordants ? Eh bien, malgré ça, l'affaire est de nouveau classée en accident et le corps de Shannon est réenterré. Pour les autorités du Michigan, c'est toujours pas suffisant, ça, pour inculper David. Voilà. Pour les autorités, il n'y a pas suffisamment de preuves matérielles qui prouvent qu'il a commis un crime. Donc, si on récapitule, la femme de David meurt lors d'un hasardeux accident de cheval. Elle avait plusieurs assurances d'essai à son nom, qui expiraient quelques jours après sa mort. Et on a retrouvé une substance suspecte dans son organisme. Une substance totalement inconnue. Pour le moment. D'après un article que j'ai lu, quand Richard Britton, l'ami et voisin de David, a vu que les autorités avaient de nouveau classé cette mort, eh bien il a décidé d'alerter la presse. Et c'est le journaliste Billy Bowles du Detroit Free Press qui s'empare de cette affaire. Billy Bowles est un journaliste de 50 ans qui est ce qu'on peut appeler un reporter d'investigation. Reporter ou reporter, l'un des deux. Bon, j'ai quand même lu dans sa rubrique nécrologique qu'il était considéré comme l'un des géants du journalisme à Détroit. S'il y avait une information à trouver, où qu'elle se cache, il la trouvait. Et j'essaie vraiment d'atteindre cette excellence à mon petit niveau. Pour vous. Donc, Billy Bowles parcourt le dossier sur la mort de Shannon, et pour lui, c'est évident. C'est évident que David l'a tué pour ses assurances d'essai. Parce que ce que Billy Bowles découvre, c'est que c'est un habitué des assurances en tout genre, David. Il a déjà bénéficié de 2 assurances incendie sur sa ferme l'année précédente. Et il a également touché des indemnités après s'être blessé sur un engin de chantier. David, c'est ce qu'on peut appeler un assurance-man. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, bon ok, c'est un petit filou, mais est-ce qu'il aurait été capable de tuer sa femme pour ses assurances d'essai ? Là, on parle de meurtre quand même. Et comment il aurait fait surtout ? Comme je vous l'ai dit, la deuxième autopsie de Shannon a révélé une substance chimique dans son organisme. Est-ce que ça pourrait pas être une drogue ou un truc du genre ? Souvenez-vous que Shannon n'avait que quelques blessures défensives sur sa main en dehors de sa blessure à la tête. Si David l'avait attaquée pour lui fracasser le crâne, elle se serait davantage défendue, non ? On aurait retrouvé davantage de blessures défensives sur son corps, logique. À moins qu'elle ait été paralysée avant d'être attaquée. Paralysée avec un médicament, par exemple. Justement, David n'avait pas étudié la pharmacologie à l'université. Alors certes, il n'a pas été diplômé en pharmacologie,
Mais il l'a étudié, donc il connaît ce type de produit. Billy Bowles publie un article très détaillé sur cette affaire. Il va même jusqu'à interroger l'ex-femme de David. Et son travail semble fonctionner. Les autorités du Michigan décident de réouvrir l'enquête. À ce stade, la seule inconnue dans cette équation, concrètement, c'est le produit qui a été utilisé sur Shannon. Il faudrait faire un comparatif en gros, même si là, l'opinion des autorités, on va dire, c'est que c'est un médicament paralysant qui a été utilisé sur Shannon. Le scénario des autorités, c'est que le jour où Shannon est morte, elle et David sont partis pour faire une balade à cheval. Ils sont partis faire leur balade, puis ils ont rendu visite au voisin de David, Richard Britton. Et sur le chemin du retour, David a proposé à Shannon de s'arrêter sur cette zone boisée, pour faire l'amour par exemple. Ce qui expliquerait que Shannon a retiré ses baskets. Quand Shannon s'est assise, David s'est jeté sur elle et il l'a piquée avec une seringue qui contenait ce produit paralysant. On suppose que Shannon a essayé de se défendre, d'où ses blessures défensives, mais elle n'avait aucune chance contre David. Et le produit a très rapidement fait effet sur elle. Quand elle a commencé à être paralysée, David l'a saisie et lui a fracassé le crâne contre ce rocher. Puis il est parti demander de l'aide à Richard Britton. Donc ça, c'est le scénario des autorités, mais maintenant, il faut pouvoir le prouver. Et c'est là que ça devient un petit peu plus complexe parce que, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas avec quoi comparer cette substance qui a été retrouvée dans l'organisme de Shannon. Patience. Entre-temps, de son côté, David a revendu sa ferme à Hillsdale et il a pu encaisser une partie des indemnités des assurances décès de Shannon, mais pas toutes. En fait, les compagnies d'assurance attendent que l'enquête soit de nouveau fermée pour pouvoir lui reverser la totalité des indemnités. Il doit encore percevoir plus de 200 000 $. Donc jusqu'à présent, il a perçu environ 100 000 $. Et en attendant de percevoir cet argent, il s'est installé sur un voilier aux Bahamas avec une dénommée Jane. Il n'a pas perdu de temps, le bougre, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que l'enquête vient encore une fois d'être réouverte. Il sait que les parents de Shannon le suspectent de l'avoir tué, mais il ne sait pas encore que dorénavant, un enquêteur principal est sur cette affaire, Donald Brooks. Et croyez-moi, il va se démener pour cette affaire. Donald Brooks commence par réinterroger tout l'entourage de Shannon et David. Et parmi ces personnes, plusieurs anciennes petites copines de David. Et c'est là que ça devient très intéressant. Bon, je pense pas que je pourrais vous insérer des photos de ces protagonistes parce que je les ai pas trouvées sur Internet. Donc, ce que je vais faire pour pas vous perdre et pour que vous restiez concentrés, je vais vous mettre des photos d'illustration. Des photos des années 70. Alors, en 1976 ou en 1977, David a commencé à fréquenter une femme du nom de Kay Kendall. Et ce qu'elle raconte à l'enquêteur, c'est qu'un jour, au cours d'une conversation, David lui a dit qu'il savait comment commettre le meurtre parfait. Il fallait utiliser un produit qui s'appelle la succinylcholine. La succinylcholine, c'est un anesthésiant qui provoque une paralysie musculaire très brève. Et son effet commence généralement en moins d'1 minute et il dure quelques minutes. Donc on peut dire que c'est rapide et efficace. Mais le problème, c'est que ce produit est supposément indétectable dans l'organisme. Supposément. Gardez ça en tête. En 1978, David avait demandé Kay Kendall en mariage. Kay lui avait dit qu'elle voulait y réfléchir, mais elle avait fini par décliner sa proposition. Elle l'avait ensuite quitté en avril 1979. Alors je ne sais pas pourquoi ils se sont séparés, peut-être qu'ils s'entendaient plus, ou peut-être que David n'a pas supporté qu'elle refuse sa demande en mariage, parce qu'il avait d'autres projets pour elle. On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, le même mois, donc en avril 1979, David a commencé à fréquenter une autre femme du nom de Jane Oman, celle avec qui il vit sur son voilier aux Bahamas. Peu de temps après que l'enquêteur Brooks se mette à réinterroger tout le monde, Jane retourne aux États-Unis. Et l'enquêteur l'interroge à son tour. Et ce qu'elle raconte, c'est qu'à l'époque, un mois après leur rencontre, donc en mai 1979, David l'avait demandé en mariage elle aussi. Et il lui avait proposé de partir à Las Vegas pour se marier rapidement. Mais Jane avait refusé. David lui avait redemandé au mois de juillet et là encore, Jane avait refusé. Et un mois après, David a rencontré Shannon au mariage de son cousin Tom. Et à ce moment-là, il était toujours en couple avec Jane. J'espère que c'est clair pour vous. L'enquêteur Brooks découvre qu'à la même période, David s'était fait faire une fausse carte d'identité et un faux permis de conduire de l'État de Floride au nom de David Meyer Bell. Au mois de septembre, lui et Shannon se sont mariés à Las Vegas et quelques jours après, à peine, David a fait souscrire à Shannon plusieurs assurances décès avec des clauses de double indemnisation en cas de mort par accident. Tiens donc, l'étau commence à se resserrer, n'est-ce pas ? L'enquêteur interroge également Regina et Tom Davis, le couple qui s'était marié en août 1979, chez qui Shannon avait rencontré David. Et là aussi, ce qu'ils ont à dire est très, très troublant. Ce que Tom et Regina racontent à l'enquêteur, c'est qu'avant de venir à leur mariage, David leur avait demandé à plusieurs reprises s'il y aurait des femmes célibataires, des femmes à marier, alors qu'il était déjà en couple avec Jane.
Et quand il a commencé à fréquenter Shannon, il n'a pas quitté Jane, loin de là. Et c'est là que ça devient complètement rocambolesque. Une semaine avant d'épouser Shannon à Las Vegas, il avait appelé Jane et lui avait dit qu'il ne pourrait pas la voir pendant 1 an parce qu'il avait une mission avec le gouvernement. Il lui avait sous-entendu qu'il était un agent de la CIA et qu'il devait protéger un témoin du gouvernement. Et pour cette mission, il aurait une couverture. Il serait marié à son témoin. Et son témoin n'était autre que Shannon. Il l'avait bien sûr rassuré au téléphone. Il lui avait dit que c'était uniquement une couverture, qu'il ne devait pas avoir peur, qu'il ne la tromperait jamais et que cette mission pour le gouvernement lui rapporterait 200 000 $. Quand Shannon est morte, David a rappelé Jane pour lui dire que sa mission était terminée. Et quand elle lui avait demandé pourquoi son nom de famille apparaissait dans les rubriques nécrologiques, à savoir Shannon Davis, eh bien David lui avait dit que c'était elle son témoin. En gros, pendant 1 an, il avait été chargé de sa sécurité et à présent, le gouvernement l'avait envoyé dans le système, le programme de protection des témoins. Donc pour la protéger, on faisait croire qu'elle était morte. Et Jane y avait cru encore une fois. Bon, après, faut dire que David avait le don de chercher des femmes très crédules. Après, peut-être qu'il était très convaincant. Mais là, cette histoire, c'est complètement loufoque, c'est complètement farfelu. I don't know. L'enquêteur Brooks interroge également des vétérinaires de la région. David avait des chevaux, des chiens. C'est pas inhabituel qu'on anesthésie un cheval pour lui administrer des soins. Donc peut-être que David a utilisé un produit pour animaux. Et là, l'un des vétérinaires lui parle d'un produit dont on a déjà parlé tout à l'heure. La succinylcholine. C'est ce produit qui sert à anesthésier les chevaux. Ça, c'est pas le produit dont David avait parlé à son ex, Kendall, quand il avait expliqué qu'il savait comment commettre le meurtre parfait. Bon, autant vous dire que pour l'enquêteur Brooks, il n'y a plus de doute possible. C'est bien ce produit qui a été utilisé sur Shannon. Il réinterroge également la famille de Shannon et sa cousine Tori Abrams lui raconte que justement, quelques semaines avant la mort de Shannon, elle lui avait rendu visite au ranch et elle est certaine d'avoir vu dans le frigo des flacons de médicaments avec l'étiquette Anectine. Anectine, c'est le nom commercial de la succinylcholine. C'est précisément le chaînon manquant dont avait besoin l'enquêteur Brooks. On a donc le mobile, le mode opératoire et probablement l'arme du crime. Le corps de Shannon est exhumé une seconde fois en juillet 1981, 1 an après sa mort. Et là, l'objectif est clair, chercher de la succinylcholine dans son organisme. Le laboratoire de la police récupère des échantillons et ils sont envoyés à un laboratoire suédois qui est spécialisé dans la détection de cette substance. Et dites-vous que pour éviter toute controverse autour des résultats, vu que les techniques étaient nouvelles à l'époque, le laboratoire a procédé à plusieurs tests de comparaison. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très technique. Ce qui nous intéresse surtout, c'est que les résultats tombent très rapidement. Et c'est sans surprise qu'on trouve dans l'organisme de Shannon de grosses concentrations de ce produit, dans 2 parties de son corps. Ce que ça suggère, c'est qu'on lui a fait 2 injections pour accélérer les effets du produit. La 3e autopsie du corps de Shannon révèle également qu'elle a un kyste au niveau de son épaule droite qui est compatible avec une injection sous-cutanée. Conclusion, David, t'es dans la merde. Mais vraiment. Plus sérieusement, les conclusions de ce médecin légiste sont quand même assez différentes des conclusions des 2 premiers médecins légistes. D'après lui, c'est pas le traumatisme crânien qui a tué Shannon. Non, c'est l'asphyxie. En réalité, le produit l'a asphyxiée, c'est-à-dire qu'elle a agonisé avant de mourir. Et pendant qu'elle agonisait, David a pris sa tête et il l'a fracassée contre un rocher. Shannon ne pouvait pas se défendre parce qu'elle était paralysée. Ce qui veut dire, si on en croit ses conclusions, que Shannon a vu David la fracasser, elle était consciente. Elle agonisait, mais elle était consciente. Et elle a vu David la saisir et lui frapper la tête contre ce rocher. Ah, c'est quand même terrible quand on y pense, parce qu'oubliez pas qu'elle était folle amoureuse de lui. Au mois d'octobre 1981, un grand jury rend sa décision. David Davis est inculpé pour le meurtre au 1er degré de Shannon. Ça veut dire que les parents de Shannon avaient raison depuis le départ. Mais, si vous pensiez que cette histoire s'arrête ici, un mandat d'arrêt est aussitôt émis contre lui et à ce moment-là, David se trouve sur son voilier près d'Haïti avec sa nouvelle copine, Monica Yozel. À ce moment-là, les autorités américaines ne parviennent pas encore à le localiser. David le sait qu'un grand jury s'est réuni pour son inculpation. Donc il le sait. Au mois de décembre, David appelle son avocat dans le Michigan pour savoir ce qu'il en est, s'il a été inculpé. Et là, son avocat lui dit que c'est le cas. Il y a un mandat d'arrêt qui est émis contre lui. Il doit rentrer dans le Michigan. Et que fait-il, à votre avis? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il allait rentrer dans le Michigan? David explique à sa copine qu'il a des affaires à régler dans le Michigan par rapport au décès de son épouse. Et il prend la poudre d'escampette sans son bateau. Il s'évapore. Les autorités tentent de retrouver sa trace. Plusieurs appels à témoins sont lancés.
Mais David reste introuvable. Et les semaines, les mois et les années qui suivent, David est introuvable. Il faut attendre 8 longues années pour savoir où il se cache. Est-ce que vous connaissez Unsolved Mysteries ? Ça, je pense que je l'ai bien dit. C'est l'équivalent d'Appel à témoins en France et c'est une émission qui cartonne aux États-Unis. Alors le principe d'Unsolved Mysteries, c'est de diffuser des affaires non résolues pour aider les autorités. Les autorités des différents États font régulièrement appel à cette émission pour leur donner un coup de pouce. Mais au départ, les autorités du Michigan ne veulent pas forcément prendre le risque de diffuser cette affaire. En fait, les autorités se disent que si un numéro est proposé à la télé, David va peut-être tomber dessus et il va de nouveau prendre la fuite. Ou alors il prendra encore plus de précautions pour ne jamais être retrouvé. Mais en même temps, après 8 années de cavale, il reste plus beaucoup d'options. Et je crois que c'est l'enquêteur Donald Brooks qui convainc ses supérieurs d'accepter de passer à la télé. Donc les autorités finissent par faire appel à cette émission. L'affaire est diffusée pour la première fois en novembre 1987 et les parents de Shannon y participent. Et comme c'est souvent le cas avec ce type d'émission, eh bien le suspect a été vu aux 4 coins du pays. Les autorités vérifient bien sûr toutes ces pistes, mais systématiquement ça ne donne rien. Cet épisode est rediffusé à la télé en décembre 1988, un an après, et cette fois c'est la bonne. Le jour même ou le lendemain, une personne contacte l'émission. Alors l'identité de cette personne a été protégée par la presse, mais elle donne des détails qui laissent penser qu'elle connaît effectivement David, qu'elle le connaît intimement en tout cas, parce qu'elle dit que David a un surnom bien spécifique. Et c'est le même surnom qu'il utilisait quand il vivait dans le Michigan. Donc a priori, c'est probablement lui. Ce que cette personne dit, c'est qu'à présent, il vivrait sous le nom de David Meyer Bell à Pago Pago, Samoa américaine. C'est situé en Océanie. David Meyer Bell. Ça vous dit pas quelque chose, ça ? C'est les faux documents qu'il s'était fait faire en 1978. Il serait remarié à une jeune femme de 23 ans, Maria Coletti Sua, et il travaillerait à l'aéroport de Tafuna comme pilote. Et il y a des rumeurs qui disent que justement la personne qui avait appelé cette émission, c'était Maria, sa femme. Elle l'avait reconnue et elle avait décidé d'appeler cette émission. Après on ne sait pas, parce que comme je vous l'ai dit, l'identité de cette personne a été cachée. Après si c'est elle... En tout cas, dans le téléfilm qui est tiré de cette histoire, c'est effectivement Maria qui a appelé les autorités. Mais je sais pas trop parce que j'avais vu un article où justement Maria défendait son mari. Donc je me dis, est-ce que c'est vraiment Maria qui a appelé ? Ou peut-être qu'elle défendait David au cas où il sera acquitté, je sais pas. Bon, c'est pas le plus important en réalité. Ce qui nous importe surtout, c'est que le 6 janvier 1989, 4 agents du FBI se rendent à l'aéroport de Tafuna et ils procèdent à l'arrestation de David Meyer Bell, qui reconnaît qu'il est bien David Davis. Et il n'a opposé aucune résistance lors de son arrestation. En même temps, 4 agents du FBI... Ce que les autorités ont découvert après son arrestation, c'est qu'il avait obtenu sa licence de pilote pendant sa cavale et il se faisait également passer pour un médecin. C'est-à-dire qu'il a vraiment soigné des gens. Il faisait croire qu'il était médecin. Bon, en tout cas, même s'il est reconnaissable, David a énormément changé pendant sa cavale. Avant, on disait de lui que c'était un homme qui était très élégant, qui était plutôt athlétique, qui était assez propre sur lui. Et là, après, c'était peut-être le but, se rendre le plus méconnaissable possible pour ne jamais être arrêté. Bon, ça n'a pas marché indéfiniment. Du côté des États-Unis, à l'annonce de l'arrestation de David, c'est un énorme soulagement pour la famille mort. 9 ans après le meurtre de Shannon, ils vont enfin obtenir justice. Et c'est quand même hors norme quand on y pense, parce que David a été arrêté grâce à cette émission Unsolved Mysteries. Et bien sûr, si ça doit vous étonner, David clame son innocence. Il n'a jamais fait le moindre mal à Shannon. Il l'aimait. Son procès s'ouvre en novembre 1989 dans le comté d'Hillsdale, dans le Michigan, et, comme je vous l'ai dit, David continue de clamer son innocence. L'argument de l'accusation, c'est que Shannon a bien été tuée pour ses assurances d'essai, donc c'est bien ça le mobile, mais plus que ça, elle a été épousée pour ça, elle a été épousée pour être tuée pour ses assurances d'essai. David l'avait choisie, elle, parce que c'est la seule qui avait accepté de l'épouser aussi rapidement. Il avait essayé avec 2 autres femmes, Kay Kendall et Jen Oman. Elles avaient refusé, donc il s'était rendu au mariage de son cousin pour trouver une nouvelle proie. Et c'était tombé sur Shannon. C'était une jeune catholique pratiquante qui voulait sincèrement fonder son foyer, qui voulait se préserver et qui est rapidement tombée amoureuse de lui. Pour l'accusation, David avait tout prémédité, jusque dans les moindres détails. Le jour de la mort de Shannon, il lui avait proposé d'aller faire une petite balade et en cours de route, comme je vous l'ai dit, il lui a proposé de s'arrêter sur cette zone boisée pour avoir un rapport sexuel. Shannon était folle amoureuse de David, ils étaient mariés depuis pas très longtemps, forcément elle avait beaucoup de désir pour lui, donc elle a accepté. Et pendant que Shannon commençait à se dévêtir, pendant qu'elle enlevait ses baskets, David s'est jeté sur elle et lui a injecté l'anesthésie, à 2 reprises. Shannon a tenté de se défendre, d'où les griffures sur le visage de David,
mais elle n'avait aucune chance. Il était beaucoup plus fort qu'elle et elle commençait à être paralysée. Pendant que Shannon agonisait, il lui a fracassé la tête contre ce rocher. Et on peut dire qu'en effet, c'était presque un crime parfait, ça. Sauf que David a oublié quelques détails. Déjà, les baskets de Shannon. C'est ce qui avait fait douter son voisin, Richard Britton. Et je pense que même le fait d'avoir demandé à Richard Britton de lui faire suivre les exemplaires du certificat de décès de Shannon, ça aussi, c'était pas très malin. Et bien sûr, la raison pour laquelle il voulait faire incinérer le corps de Shannon, c'était pour détruire les preuves, ça vous l'avez compris. Mais heureusement que les parents de Shannon s'y sont fortement opposés. Et c'est grâce à ça qu'on a pu retrouver le produit anesthésiant dans son corps. David était à 2 petits doigts de commettre le meurtre parfait, mais vraiment à 2 petits doigts. S'il avait fait incinérer le corps de Shannon, il n'y aurait jamais eu aucune preuve contre lui. Parce qu'en vrai, quand on y réfléchit, même s'il y avait des assurances décès, en soi, c'est pas incriminant. C'était le mari de la défunte, donc c'est normal, d'une certaine façon, qu'il y ait des assurances décès. Et effectivement, il aurait pu maintenir, vous savez, l'idée qu'il avait oublié, parce que c'est ce qu'il avait répondu quand on l'avait interrogé sur ses assurances décès. Une fois qu'on avait découvert qu'il y en avait, il avait dit qu'il avait oublié leur existence. Il aurait pu maintenir ce scénario, c'est possible. Mais là, le corps, le produit paralysant, c'est ça qui l'a incriminé. Pendant son procès, il fait le choix de ne pas témoigner. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je pense que c'était peut-être pour éviter de s'auto-incriminer ou de renvoyer une mauvaise image de lui. En tout cas, il ne s'est pas défendu pendant son procès. C'est ses avocats qui l'ont fait à sa place et d'après eux, le dossier d'accusation comporte beaucoup trop de lacunes. Ce qu'ils disent, par exemple, c'est qu'on ne peut pas déterminer avec certitude que Shannon avait bien ce produit anesthésiant dans son corps. Les techniques utilisées à cette époque sont encore trop expérimentales d'après eux. Donc leur argument, c'est que les conclusions du laboratoire n'auraient jamais dû être admises pendant ce procès. Pour les blessures qui ressemblent à des griffures que David avait au visage et à la main, d'après les avocats, elles ont été provoquées par les feuillages, par les branches d'arbres, quand David s'est précipité chez son voisin pour demander de l'aide. Donc ce ne seraient pas des blessures faites par Shannon. Ok, admettons. Et les assurances décès alors, 330 000 $ quand même, que David n'a pas pu encaisser pour la plupart, parce que l'enquête était toujours en cours. Mais quand même, comme je vous l'ai dit, la défense de David, c'est qu'il avait oublié l'existence de ces assurances décès. Parce que oui, on peut oublier l'existence de 330 000 $ d'indemnité d'assurance. C'est connu, ça. Et sa fuite, alors, s'il était vraiment innocent, pourquoi est-ce qu'il a pris la fuite ? L'explication de la défense de David, c'est qu'il avait peur. Il pensait que les autorités chercheraient à le coincer, qu'on l'accuserait à tort du meurtre de sa femme, qu'il aimait profondément. Ouais. Écoutez, la défense de David ne convainc absolument pas le jury. À l'issue de son procès au mois de décembre, il est reconnu coupable de meurtre au premier degré. Le jury n'a mis que 2h30 à rendre son verdict. David est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il n'y a pas de peine de mort dans le Michigan. C'est d'ailleurs l'un des premiers États ou le premier État à avoir aboli la peine de mort. Je crois que c'était en 1860 quelque chose. La famille Moore, elle, vient de l'Ohio et la peine de mort y est appliquée. Donc forcément, même si les parents de Shannon sont satisfaits par ce verdict, ils auraient préféré la peine de mort. On peut les comprendre. Après, je crois que le père de Shannon avait dit à la fin du procès que, en réalité, il se demandait si la perpétuité sans libération conditionnelle, c'était pas pire que la peine de mort, justement. Parce que la personne est obligée de vivre jusqu'à la fin de ses jours avec le poids de ce meurtre. Mais après ça, je pense que ça fonctionne uniquement quand on a une conscience. Toujours est-il que tout de suite après son procès, David interjette appel, parce qu'il est innocent. Et ce que sa défense met en avant, surtout, ça reste les résultats du laboratoire. Vous savez, la détection du produit anesthésiant. Ce serait pas suffisamment fiable, donc ça n'aurait jamais dû être accepté pendant le procès. Et c'est vrai que ça repose essentiellement sur ça, sa condamnation finalement, parce que si on n'avait pas détecté ce produit dans le corps de Shannon, on n'aurait jamais pu conclure qu'il y avait eu un meurtre. Bon, je me suis quand même renseigné un petit peu de mon côté pour être sûr de vous donner les bonnes infos sur cet élément du dossier. Ce que j'ai lu, c'est que même si le laboratoire a utilisé une technique innovante, ça reste fiable. L'utilisation d'un chromatographe, c'est une procédure qui est standard et courante en chimie analytique. Donc c'était fiable. D'après certains experts, même si cette technique est standard, elle n'est pas fiable à 100%. Alors que pour d'autres experts, cette technique est 100% fiable parce qu'elle a déjà été utilisée sur des animaux embaumés. Je vous avoue que je sais pas exactement ce qu'il en est là des tenants et des aboutissants avec les animaux embaumés. Mais apparemment c'est fiable et puis maintenant si on couple ça avec tout le reste du dossier d'accusation,
Je veux dire, c'est pas comme si le dossier d'accusation reposait uniquement sur ça. Alors oui, la présence de ce produit dans l'organisme de Shannon, ça a été déterminant. Comme je vous l'ai dit, c'était essentiel. Mais il y a d'autres éléments à côté de ça. Les assurances décès dont David avait oublié l'existence, le fait qu'il a cherché à se marier à tout prix avec tout un tas de femmes rapidement à Las Vegas, le fait que quelques jours après l'enterrement de sa femme, il se barrait en Floride avec sa maîtresse, son premier mariage qu'il avait jamais déclaré à Shannon, le fait que le jour de la mort de Shannon, il n'a pas voulu que son neveu les accompagne, puis il n'a pas voulu que le fils de son voisin fasse la route avec eux, le fait que Shannon ne portait plus ses baskets et que les lacets étaient défaits, et puis quelle était la probabilité que les assurances décès de Shannon expirent quelques jours après sa mort. Ça, je crois que c'est l'une des coïncidences les plus troublantes dans ce dossier. Donc David, sans parler de sa fuite aux Samoa américaines. Et je prends même pas en compte son passif d'homme violent avec son ex-femme et toutes les petites magouilles là aux assurances qu'il avait déjà faites par le passé. Bon, en tout cas, la Cour d'appel rend sa décision au mois de mai 1993. Le verdict et la sentence sont maintenus. D'ailleurs, c'est dans ce document que j'ai trouvé toutes les informations que je vous ai relatées dans cette vidéo. Document très complet et très très intéressant. Je ne vais pas vous lister toutes les procédures que David a lancées, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais il a épuisé tous les recours possibles et imaginables aux États-Unis. Il a même fait un recours auprès d'un tribunal fédéral en 2001. Il a tout essayé. Et petite parenthèse, quand David avait fait appel en 1993, c'est le moment où est sorti le téléfilm Victim of Love. Donc au moment où David faisait son appel, tous ses codétenus ont vu son téléfilm. Et d'après ce que j'ai compris, David avait refusé de le regarder, parce qu'il n'était pas à l'aise avec le téléfilm. On peut le comprendre. Si je vous dis pas de bêtises, c'est assez courant que quand des détenus font des appels pour des affaires qui ont défrayé la chronique, la télé sort un téléfilm sur l'histoire. Alors je sais pas si c'est pour influencer ensuite la cour d'appel ou l'opinion publique. Moi je pense que c'est pour ça forcément, mais c'est ce que j'ai remarqué dans toutes les affaires que je fais, les affaires réelles tirées d'un téléfilm. Le téléfilm sort systématiquement soit au moment du procès, soit au moment du procès en appel. Donc comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un petit peu pour orienter l'opinion publique. Et ce que David avait dit également concernant ce téléfilm, c'est que d'après lui, c'était un tissu de mensonges. Il n'a jamais fait le moindre mal à Shannon. Il l'aimait. Il est innocent. Alors après le procès, Lucille et Robert ont perçu les indemnités de l'assurance décès de Shannon et ils ont déménagé en Floride. Lucille mort est décédée en mars 2008 à l'âge de 80 ans et Robert en mars 2012 à l'âge de 85 ans. Ils sont restés mariés ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare et apparemment ils étaient très entourés jusqu'à leur mort. Par leurs deux enfants, donc leur fille et leur fils, et par tous leurs petits-enfants. Le journaliste Billy Bowles, celui qui a permis la réouverture de l'enquête, est mort en août 2014 à l'âge de 83 ans. Et la même année, au mois de novembre, c'est David qui est décédé à l'âge de 70 ans des suites d'une maladie neuromusculaire. Il était incarcéré depuis quelque temps dans un établissement médical pénitentiaire à Jackson, dans le Michigan, et il a continué de clamer son innocence jusqu'à sa mort, évidemment. C'est terrible quand même de se dire que, même à l'article de la mort, même quand t'as un pied dans la tombe, tu dis pas la vérité. Richard Britton, le voisin qui avait alerté les autorités et la presse, est quant à lui décédé en janvier 2021 à l'âge de 82 ans. Sa femme, Anna May, était morte en octobre 2015. Et ils sont eux aussi restés ensemble jusqu'à leur mort. Et pareil, ils étaient très très entourés jusqu'à leur mort par leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est trop mignon. J'ai pas trouvé d'avis de décès pour l'enquêteur Donald Brooks, mais j'imagine que lui aussi est décédé depuis, puisqu'il avait quand même un certain âge au moment de l'affaire, donc je pense qu'il est mort. J'ai cherché des infos sur la première femme de David, Phyllis, mais j'ai rien trouvé ni sur elle, ni sur leurs enfants. Donc j'ai plusieurs hypothèses. Soit à l'époque, c'était un pseudonyme, Phyllis Middleton. Peut-être que la presse lui avait donné un pseudonyme, soit elle a changé d'identité quand l'affaire a éclaté. Quoi qu'il en soit, je pense qu'elle est également morte, elle aussi, aujourd'hui. Et je pense pas que les enfants de David ont eu des contacts avec lui quand il avait été arrêté. Je pense pas, mais j'en sais rien. Et concernant les vrais parents de David, écoutez, eux aussi sont également morts au début des années 2000. Bon, en même temps, ils étaient âgés, donc c'est normal. Et David, qui se disait orphelin, il est finalement devenu par la force des choses. Donc voilà, tout le monde est mort dans cette histoire. Et à la poussière nous appartenons, et à la poussière nous retournerons, n'est-ce pas ? Bon, voilà tout pour cette histoire. J'espère qu'elle vous a autant passionné que moi, mais qu'est-ce que j'aime faire des recherches comme ça sur les sites, aller lire des documents, etc., essayer de mettre de l'ordre, de vous le structurer pour vous le présenter bien. J'ai vraiment essayé de vous simplifier au max, parce que je sais que des fois, les histoires longues comme ça, avec plein de protagonistes, ça peut en perdre certains.
Après, je vous cache pas que moi, c'est les affaires qui m'intéressent le plus, faire de l'investigation comme ça, comme Billy Balls. Donc voilà, franchement, cette histoire, je l'ai trouvée complètement folle parce qu'on est vraiment passé à 2 doigts de la catastrophe. Mais vous savez que je me suis fait quand même une réflexion. Je me suis dit: imaginez en réalité, hem, le laboratoire, vous savez, la technique du laboratoire, c'était effectivement, pas fiable à 100 et ils se sont trompés. Et en réalité, Shannon n'a jamais eu, de produit anesthésiant dans l'organisme et David a été arrêté et condamné pour un crime qu'il n'a pas commis. Mais vous savez, je me suis dit quoi? Je me suis dit: «Peut-être qu'en vrai, bah, c'était son karma». Si tel est le cas, hein, si cette technique, enfin, s'ils se sont trompés au laboratoire et cetera, je me suis dit: «Bah, bellec, c'était son karma de finir, enfin, d'être accusé, pour un crime qu'il n'a pas commis avec toute la merde, hein, qu'il a fait derrière lui». Après moi, je vous cache pas que j'y crois pas à cette histoire, hein. Pour moi, David a bien tué Shannon. Il y a pas de doute possible. Je veux dire, là, on a un faisceau d'indices, grave, concordants et précis, comme je vous l'ai dit. Il y a en vrai, il manquait, que des aveux dans cette histoire, hein, parce qu'on avait tout, mais vraiment tout. Ah, et petite info de fin, j'ai également lu, dans un article, je crois, ou si c'était peut-être un document, des autorités, je me rappelle pas, que les autorités pensaient que si Phyllis n'avait pas divorcé de David, il lui aurait fait la même chose. En gros, Phyllis servait à David d'une façon ou d'une autre, elle lui permettait d'avoir une espèce de façade, hein, aux yeux de la société. Il était marié, père de famille, mais au fil des années, il la détestait tellement, il était tellement abusif avec elle que les autorités ont soupçonné après, hein, quand David a été arrêté, quand l'affaire a éclaté, bah, les autorités ont soupçonné que Phyllis est passée à 2 doigts de la mort. Les enquêteurs étaient convaincus que David aurait probablement fait ça à Phyllis. Ouais, je vous avoue que Shannon m'a beaucoup, beaucoup peiné dans cette histoire parce que bah, c'était une âme pure, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'elle aimait sincèrement et elle croyait sincèrement ce qu'on lui disait. Elle a voulu faire les choses bien selon les préceptes de sa religion. Et au final, elle est tombée sur le fou du bus et ouais, beaucoup, ça me fait beaucoup, beaucoup de peine, Miskina. Enfin bref, je vais m'arrêter là et j'ai vraiment, vraiment hâte d'avoir vos avis en espace commentaire. Est-ce que d'après vous, David était innocent? Non, je rigole, non, on le sait qu'il est coupable. Après, vous pouvez penser qu'il est innocent, c'est votre liberté la plus absolue. Mais dites-moi ce que vous avez pensé de cette affaire. Et dites-moi si vous aimez ce type d'affaires. Et quand je dis aimer, on se comprend, c'est pas qu'on aime, oh j'ai des frissons, j'aime. C'est plus l'intérêt, le fait de nous plonger dans des histoires comme ça avec des rebondissements, etc., des histoires à l'ancienne. Dites-moi si vous appréciez ce type d'histoire. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est mes préférés. Ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.